Akira Toriyama et Dragon Ball. Shiro Moriya est le troisième tome, dernier tome de Soloist in a Cage. Le duo Ryoichi Ikegami Kazuo Koike pour Crying Freeman. De l'inquiétant Suehiro Maruo et Dr Inugami. Et le chef-d'œuvre de Yukinobu Oshino, 2001 Night Stories. C'est le sommaire de ce manga vorace générique. Allez, on va démarrer tout de suite avec le manga qui a façonné toute ma mangatech. Je parle bien sûr de Dragon Ball et d'Akira Toriyama. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de Dragon Ball aujourd'hui? Parce que j'ai fini l'acquisition il y a quelque temps de la Perfect et donc de sa lecture. J'avais envie de vous reparler de l'intégralité de l'arc DBZ, puisque j'avais déjà parlé auparavant, il y a quelque temps déjà, de l'histoire juste de Dragon Ball. Alors, ça m'a permis de tout lire d'un coup, et ça c'est plutôt pas mal, parce que je dois bien le dire, ça faisait très longtemps que je n'avais pas forcément lu Dragon Ball, ça faisait très longtemps que j'avais laissé l'histoire de côté, la connaissant par cœur, et ben n'empêche qu'après autant de lectures de ce titre, on redécouvre encore et encore une œuvre que j'ai pris plaisir à lire dans un nouveau format, donc avec des dessins plus grands, avec quelques pages couleurs, avec un rythme différent, puisque les tomes ne sont pas tout à fait les mêmes que pour l'édition pastel, et donc les coupures de chapitrage et l'intensité de certains tomes ne sont plus tout à fait les mêmes, ce qui relance un petit peu l'intérêt. Je ne vais pas vous parler du dessin d'Akira Toriyama qui est maîtrisé au fur et à mesure pour atteindre, je ne sais pas ce que le manga peut faire de mieux, de plus simple en fait, c'est d'une efficacité redoutable, c'est absolument génial de chorégraphie, on sent toute la maîtrise et toute la puissance d'une œuvre qui petit à petit, au fur et à mesure des chapitres, s'élève en fait à un niveau que même l'auteur ne soupçonnait pas. Ça vraiment on le ressent. Le personnage de Sangoku est complètement niais et il y avait la nécessité absolue, vitale pour ce titre, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que ce titre-là grimpe comme ça jusqu'au panthéon du manga, tout simplement grâce au personnage de Vegeta, qui arrive à rééquilibrer un ensemble. D'ailleurs, Vegeta conclut l'histoire, hein, c'est vraiment le personnage préféré d'Akira Toriyama, et j'avais un petit peu zappé, mais oui, Vegeta conclut l'histoire, c'est tout un symbole. Il est là pour rééquilibrer, c'est un des personnages de manga que je préfère. Vous voyez un petit peu l'ambivalence du bonhomme, vous connaissez par cœur l'histoire. L'arc que je préfère, ça reste Freezer. Hein, franchement, ça reste Freezer. Celui de Cell est très très bien. Il était vraiment bien en animé. Et celui de Boo, après relecture comme ça, me fait vraiment penser à du DB Super. J'avais jamais fait gaffe à quel point dans l'ambiance, dans le rythme, dans le côté un peu déconne qu'il y avait, on retrouve vraiment du Dragon Ball Super comme on en a actuellement. Donc c'est pas étonnant de voir DB Super comme est DB Super aujourd'hui. C'est une espèce de continuité et bah ouais en fait. Donc il n'est pas désagréable à lire cet arc, il est un peu rapide, il est un peu vif, il est un petit peu simple, mais il y a de bonnes idées, il y a pas mal d'humour. Ça fait un bon mix entre le DBZ le plus sérieux, le plus dark qu'on pouvait avoir avec Freezer et Cell, et le côté un peu tournoi, le côté un peu humour, le côté un peu technique farfelu qu'on retrouve dans Dragon Ball. Là, ça vous donne Boo et ça vous donne un petit peu Dragon Ball Super, à un degré moindre. Bref, faites l'acquisition de ce titre, si vous ne l'avez pas. Tout simplement parce que c'est un manga culte, c'est un manga à voir. Voilà, hein, la base. Petite coupure d'autopub au passage, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un J'achète vos mangatech colossal, et en parlant d'acheter des mangas, vous pouvez utiliser le code Rakuten, ça fait plaisir, c'est cadeau, c'est pour moi. Et il est temps les amis, il est temps de vous parler du manga peut-être de l'année, en tout cas du manga de la semaine dernière, de l'édition de l'année assurément, du pavé, du génial, du format incroyable, magistral, et il n'y a pas que l'édition qui est magistrale, 2001 Night Stories par Yukinobu Oshino. Je vous jure qu'il réalise, cet auteur, avec son manga, un exploit magistral, déjà donné suite au film de Stanley Kubrick, sans dénaturer, en lui rendant hommage à travers 19 histoires courtes axées sur l'exploration de l'espace, sur sa colonisation et sur l'adaptation de l'homme face à cet environnement hostile, inconnu, gigantesque et glacial, hein, en vérité. Magistral, c'est le mot pour ce manga. Donc d'emblée, je vous invite, je vous conseille, et ce serait presque un ordre, si vous aimez les mangas, si vous aimez la science-fiction, si vous avez envie de me faire confiance, d'acquérir ce titre. Je vous l'ai dit, dans son édition, donc une cover, un format gigantesque, c'est plus grand que du Lone Wolf Fun Cub, il y a environ 400-500 pages, avec plusieurs histoires courtes, donc vous voyez, un poster à l'intérieur, quelques pages couleurs, un dessin sublimé par la taille des pages, une maîtrise dans les dessins
qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs l'univers de Katsuhiro Otomo. On sent vraiment l'influence d'une époque des années 80 où les titres de SF sortaient à foison, où Katsuhiro Otomo dominait un petit peu, enfin dominait, vous m'avez compris, dominait un petit peu ce genre. Et là, vraiment, on ressent hein, ce côté un petit peu Akira et tout, mais moi je trouve que c'est mais un cran au-dessus, quoi. Franchement, c'est un niveau de régalade, là, les 19 histoires. Euh, j'ai pas tout à fait fini d'ailleurs, je me suis arrêté. Pourquoi? Pour savourer les dernières une par une. Dans le tome 2, il m'en reste quelques-unes, et dans le tome 1, il m'en reste une qui est plus grande que les autres. Et donc j'avais envie de la lire en une fois et de prendre mon temps vraiment de savourer, puis de savourer le budget aussi. Hein. Attention, on n'en a pas parlé, on est sur du 30-32 euros le tome, le pavé. Alors ça les vaut là. Alors là pour le coup, autant sur certains mangas, j'ai poussé ma gueulante des fois en vous disant qu'il y avait de l'abus, que là, vous savez pourquoi vous les mettez. Pour le coup, je vous dis, c'est absolument génial. Waouh, waouh, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce seinen de SF, hein, c'est qui pour moi fait partie des meilleurs seinen au sens très large, hein, que j'ai pu lire, à cette intelligence scénaristique, à ces dessins qui sont absolument sublimes également, à la variété des histoires, à leur cohérence, à l'accessibilité du titre aussi, parce qu'on parle quand même de la SF et on doit se dire, bah, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Bah non. C'est un petit peu démocratisé, c'est bien démocratisé même, et c'est accessible, je trouve, à n'importe quel lecteur. Voilà, alors je vous dis, en plus, vous rajoutez la qualité éditoriale pour un titre on verra en fin d'année où il se situe dans le classement de mes meilleures lectures, mais je vous assure qu'il sera à l'inverse de tout en bas de la liste. Hein. Ça... Voilà, je vous le conseille, c'est 2001 Night Stories. Je ne suis pas sûr, compte tenu du prix, du format du bouquin qui en est à foison comme ça dans les rayons, je ne suis pas certain qu'il restera très longtemps. C'est tout à fait le genre de titre dont on regrettera de ne pas avoir fait l'acquisition d'ici quelques mois, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes intéressé, faites-moi confiance. Si vous aimez la SF, si vous aimez le manga, assurément c'est fait pour vous. Allez, on enchaîne maintenant avec le final de Soloist in a Cage, édition Kiun. Vous le savez, c'est un manga en 3 tomes, c'est un manga qui n'est pas sans rappeler New York 97 avec cette héroïne qui s'échappe d'une prison ville en fait, imaginez un petit peu la cité dans l'Attaque des Titans avec ses grandes murailles comme ça, et ben voilà, là c'est une prison, tous les pires criminels sont foutus là-dedans, sont surveillés par des espèces de robots qui ne laissent aucune chance pour l'évasion, et pourtant à la fin du premier tome, en tout cas pas à la fin du premier tome, dans l'histoire, vous avez notre héroïne qui arrive à s'échapper. Et l'idée, c'est d'y retourner pour aller sauver son frère. Nous avons donc une histoire en 3 tomes qui va vite, très vite, et qui est beaucoup plus noire et beaucoup plus dark que ce que les covers laisseraient ou voudraient bien laisser paraître. Il y a presque du hors-sujet là-dedans. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Ed samedi qui nous présente le premier tome. Alors que moi justement j'étais sur la lecture du 3e, mais ça tombe bien parce qu'en fait l'impression qu'on a du premier tome ne fait que se confirmer au fur et à mesure de la lecture, même si le tome 2 reste le tome peut-être le moins intéressant, le plus mou entre le premier et le 3e, puisque forcément entre l'intensité du début et la dramaturgie du dernier, vous avez ce petit ventre mou second tome, histoire de ralentir un peu ce qui s'était passé et préparer le final. Bon, c'est assez classique en soi, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, j'ai eu peur au début du tome, je trouvais que je m'ennuyais un petit peu, hein, je dois bien vous le dire, je dois bien vous l'avouer. Je m'ennuyais un petit peu sur les 2-3 premiers chapitres. Le premier chapitre, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais enfin en tout cas, première petite partie du 3e tome, je disais, ah ça va pas le faire. Pouah, patatras, tout est bon. Tout est bon à partir de là, je vous jure que 95% du manga est une vraie réussite scénaristique. Peut-être que c'est moi d'ailleurs qui me rappelais plus trop où on mettait les pieds avec le tome 2, donc le temps que je me remémore tout ça, et hop c'est reparti, le final est vraiment bon, il n'y a pas de fausses notes, ça tient bien la route, une ou deux exagérations peut-être un peu what the fuck, mais ça passe, et il y a un petit côté, j'ai trouvé, bon, il y a un petit côté Attaque des Titans, hein, avec cette cité, ces murailles, ouais, faut s'en échapper, bon, c'est vraiment un petit clin d'œil, ça marche bien en ce moment, je trouve, comme ça, les villes avec des grosses murailles, il y a un petit côté, et du coup aussi TPN, là aussi, hein, avec cette orphelinat qui est entourée, ça fait un peu ça en fait, l'idée c'est de sortir. Est-ce que ça va être la finalité de Soloist in a Cage? Est-ce que ça va être vraiment ce qui va se passer? Ou est-ce qu'on va répondre en fait à la question de base pour notre héroïne, à savoir retrouver son frère, mais est-ce qu'elle va le retrouver et ils vont s'échapper?
où elle va le retrouver et puis ça va être la cata, ou finalement il décide de rester, on ne sait pas trop, et là on se dit mais comment ça va finir? Ça finit très très bien, même si on voit certaines choses venir. Le dessin lui rend extrêmement bien service à une ambiance qui est plutôt sombre, je vous l'ai dit. Ça laisse place en fait à la comparaison avec New York 97, si vous avez vu le film. Donc ça marche bien, hein. Vraiment ça marche bien. Et on passe un très bon moment de lecture, je le conseille vraiment. C'est encore un manga en 3 tomes chez Kiyun, comme Léviathan. Donc ces deux séries-là, je vous les conseille parce qu'on passe un bon moment à moindre budget, dans un beau format. Bah voilà quoi. Actualité de la semaine, c'est la sortie, la nouvelle édition de Crying Freeman. Et donc avant de me lancer dans cet achat, parce qu'il y a tellement de titres que du coup je prends un peu de recul et je réfléchis un petit peu avant de me lancer dans des nouvelles séries, j'en ai beaucoup trop. Donc j'ai fait la relecture des 2 tomes que je possédais de Glénat, les seuls 2 tomes d'ailleurs de Crying Freeman, notre duo Ryoichi Ikegami et Kazuo Koike. Là faut dire que là il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire sur ce duo qui maîtrise parfaitement le scénario, parfaitement les dessins, les deux s'imbriquent idéalement. C'est juste un vrai plaisir à lire pour une histoire, c'est pas forcément celle que je préfère. Vous savez, ce tueur qui pleure à chaque fois qu'il commet un meurtre. Bon, on sait pourquoi il est tueur avec les 2 premiers tomes. Forcément, c'est un beau gosse. Forcément, il séduit des dames qui n'ont jamais été séduites. Bon, bref, un petit côté de James Bond. Ça évolue bien sûr dans le milieu de la mafia, dans le milieu de la nuit, c'est très dangereux, il y a des enjeux géopolitiques, stratégiques, un peu de drogue, un peu de trafic, bref, tout y passe. C'est extrêmement bien amené, on apprend pas mal de choses. La force de ces titres, la force de ces mangas, c'est que vous découvrez des choses, vous apprenez des choses, et c'est ça qui me plaît moi à la lecture de ces anciens mangas. Les nouveaux mangas vous font passer très souvent un bon moment, mais vous apprennent pas grand chose, hein. Ouais, c'est beaucoup mieux maîtrisé, c'est beaucoup mieux amené. On ne se pose pas la question de la réalité ou non des propos qui sont tenus. On sait qu'il y a de la recherche, on sait que c'est vrai, et ça donne vraiment de la crédibilité à un manga dans la grande catégorie des seinen, donc ça marche bien. Ce format-là est idéal. On va l'appeler format lézard noir, comme ça parle à tout le monde. Il est idéal parce que les dessins en fait sont extrêmement bien mis en valeur et c'est très appréciable. Alors est-ce que je vais faire la série dans son intégralité dans la mesure où je pense qu'on aura 5 gros volumes façon Sanctuary? Je sais pas parce que de mémoire, les 2 premiers tomes j'ai beaucoup aimé et ensuite j'ai un a priori sur Crying Freeman, j'ai l'impression que c'est pas si bien. Et ça a été confirmé par certaines personnes du Discord. J'hésite énormément à me lancer sur cette lecture. Donc comme j'ai pas fini Sanctuary, déjà on va y aller mollo. Je vais prendre le temps de continuer et de conclure Sanctuary déjà pour vous en parler. Et ensuite, selon vraiment ce plaisir que j'aurais eu à lire le titre Sanctuary, j'irai voir si je fais Crying Freeman ou non. Allez, c'est bon. Selon la légende du folklore japonais, un homme qui ne parvenait pas à assouvir sa vengeance enterra son propre chien pour le nourrir de haine et en faire un inugami. Alors là, quand vous voyez la cover, vous vous dites, mais il est où le chien? Je vous parle de Dr Inugami et la revisite évidemment de la légende par Suehiro Maruo. Et c'est donc à travers 6 histoires courtes que l'auteur va transposer ce mythe dans la société moderne japonaise au travers d'un mystérieux et plutôt inquiétant homme qui semble être doté d'étranges pouvoirs et rencontrant au fur et à mesure des histoires courtes d'autres individus en quête de vengeance. Et là, on commence à comprendre un petit peu l'idée. Autant vous dire tout de suite, 6 histoires courtes où le scénario est toujours super bien travaillé. Pas de fausses notes, pas de rallonge. C'est vraiment le genre d'histoire que j'aime lire à travers des recueils. C'est vraiment un format qui permet d'adapter son scénario. Alors effectivement, il y a une contrainte chez les auteurs quand vous faites un recueil parce que vous êtes limité dans l'espace et dans le temps. Mais si vous réussissez l'exercice, alors vous pouvez avoir quelque chose de bien maîtrisé, de bien travaillé, de bien scénarisé, à la fois de captivant dès le départ, à la fois amenant une logique dans le scénario et dans le déroulement des événements, et possiblement une ouverture, laissant part, selon le genre, à plus ou moins d'inquiétude. Là, c'est vraiment le cas avec Dr Inugami, couplé en plus avec le style de Suehiro Maruo, on va en parler, couplé avec le genre Eroguro. Ça vous donne quelque chose de relativement intense, d'assez addictif, et parfois malaisant à la lecture. On passe par pas mal de sentiments différents, et je dois bien dire qu'on se régale. Oui, le scénario il est efficace, oui, c'est maîtrisé,
oui, en plus, va se rajouter une ambiance glaciale, pesante, violente et sublimée par le trait de l'auteur. Parce que cet auteur-là, avec la finesse de son trait, avec la capacité de rendre mauvais ces personnages, et notamment par les regards, ils ne sont pas beaucoup d'auteurs comme ça à être capables de jouer sur les regards. Donc il y a Suehiro Maruo, ok. Vous avez Furuya, oui. Vous avez Shinichi Sakamoto, je trouve aussi, qui a des yeux des fois qui sont pleins de folie et de défiance. Vous avez un petit peu Junji Ito, je trouve, à une moindre mesure. Bref, vous avez ces auteurs-là qui ont un trait qui est complètement à l'opposé des débuts de Tezuka, très arrondi, presque Astérix, presque très gaulois, avec beaucoup de jovialité. Là, vous avez quelque chose de déguisé, d'acéré, de violent dès le départ. Voilà, dès le départ. C'est fin, c'est beau, mais alors c'est sec et c'est vif. Ça, c'est clair et net que vous avez un contraste entre l'horreur, c'est de l'horreur sublime en fait. Vous avez quelque chose de beau et de désagréable à la fois à la lecture, c'est très perturbant. Je vous l'ai dit que vous oscillez comme ça dans les sentiments que vous pouvez avoir dans votre lecture. Attention, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains du coup, et c'est aussi de l'éroguro, même si ce style-là, je vous ai dit, l'éroguro c'est de l'érotique grotesque et vous avez des scènes qui sont absolument parfois gore, même si ce titre-là reste relativement clean, relativement soft pour un auteur qui a vraiment fait pire. Moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça me convient, on est vraiment à la limite où j'accepte ce genre d'histoire, ça va pas trop loin non plus dans des choses qui sont improbables. Donc c'était sympa, c'est un recueil, j'aime bien les recueils, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas celui que je préfère, le Suehiro Maruo que je préfère ce serait Vampire, donc c'est celui-là que je vous conseillerais absolument. Néanmoins, après, celui-ci fait la blague, hein, tout simplement. Allez, c'est la fin de ce manga vorace. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous donne rendez-vous dimanche pour un J'achète vos mangatech exceptionnel. D'ici là, lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis...